Bonjour et bienvenue sur Média TV. Avant tout, bonne et heureuse année 2021. La page 2020 est tournée, mais la réalité est bien là. Le Covid-19 entend se donner un nouveau souffle pour continuer sa propagation. Le virus varie. On parle de variante britannique qui se transmet plus facilement, mais aussi de variantes sud-africaines que certains disent encore plus faciles à transmettre. Pour en savoir plus, nous sommes en direct avec Sylvie Briand. Elle est la directrice du département Préparation mondiale aux épidémies et pandémies à l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS. Bonjour Sylvie Briand. Bonjour. Avant tout, bonne année à vous. Alors, que sait-on de cette variante sud-africaine ? Alors, on sait que les virus ont tendance à évoluer et ils évoluent d'autant plus qu'ils passent d'un humain à un autre humain, parce qu'à chaque fois qu'ils infectent une personne, en fait, pour se reproduire, les virus en fait font un peu des copies d'eux-mêmes. Et parfois, dans ces copies, il y a des petites erreurs qui se glissent. Et c'est le cas de ces nouveaux variants qui sont en fait des sortes d'erreurs de copie. Mais aussi, ça représente en fait une adaptation du virus un peu plus encore à l'espèce humaine, puisque c'est un virus qui est d'origine animale. Et donc, au départ, il n'était pas très bien adapté à l'homme, se transmettait pas nécessairement très facilement, mais au fur et à mesure qu'il évolue, il se transmet plus facilement. Mais ça ne veut pas dire qu'il est plus virulent ou plus dangereux. On voit juste qu'il se transmet plus. Ok. Alors, cette mutation du virus s'explique-t-elle par des facteurs génétiques ou géographiques? Comment expliquer donc ces mutations? Alors, les mutations, justement, c'est ce que je disais, c'est une erreur de copie du matériel génétique du virus, et qui donc introduit des différences en fait dans ces protéines de surface, puisque le virus est comme un petit ballon, et la coque du virus a des protéines, et c'est très important, ces protéines de surface, puisque c'est celles-ci qui se permettent au virus de s'accrocher à nos cellules et de nous infecter. Et cette mutation en fait d'Afrique du Sud est importante parce qu'elle touche effectivement une de ces protéines de surface qui permet au virus de s'accrocher à nos cellules. Donc c'est ça qui le rend un peu plus facilement transmissible, puisqu'il s'accroche plus facilement à nos cellules humaines. Donc il y a différentes conséquences de cela. Ça a des conséquences par exemple sur les tests. Est-ce que les diagnostics vont pouvoir encore être utilisés? Donc apparemment les mutations qui ont été engendrées cette fois-ci permettent quand même de diagnostiquer ce nouveau virus, puisque les tests en fait détectent plusieurs parties du virus et pas seulement ces protéines de surface. Alors, vous disiez tout à l'heure que une mutation ne veut pas forcément dire que le virus est plus virulent. Mais se transmet-il plus facilement, à l'instar de la variante britannique? Oui, il semblerait qu'ils se transmettent plus facilement, bien que ça soit très difficile en fait à l'heure actuelle d'avoir une conclusion définitive là-dessus, parce qu'on est toujours hésitant entre est-ce que ça se transmet plus facilement parce que le virus a changé un petit peu, ou est-ce que ça se transmet plus facilement parce que les gens font moins attention à cette transmission, parce que par exemple quand les gens reprennent des activités normales et bougent beaucoup, se rencontrent, font des grandes fêtes, ça donne l'opportunité au virus aussi de se transmettre plus facilement. Donc c'est toujours un petit peu difficile de différencier les deux facteurs. Alors, cela dit, vous disiez tout à l'heure que, comme je le disais aussi, que c'est moins virulent, mais est-ce que cela veut dire aussi que cette variante-là est moins dangereuse? Alors, en fait, ce qu'on sait de ce virus, de cette grande famille de virus, en fait, parce que le coronavirus SARS-CoV-2, maintenant c'est une famille, en quelque sorte, il y a plusieurs virus qui circulent un petit peu différents les uns des autres en fonction des zones géographiques sur la planète.
Donc cette grande famille de virus, on sait que en général, 80% des gens qui sont infectés vont faire une maladie plutôt bénigne, mais 20% des gens vont faire une maladie plus grave et souvent ils auront besoin d'être hospitalisés, voire même ventilés, et un certain nombre de personnes, environ 5%, malheureusement va décéder de cette maladie. Donc ces proportions en fait ne changent pas avec ces nouveaux variants apparemment, et le problème c'est que s'il y a plus de gens infectés, eh ben, on a aussi plus de risques d'avoir un plus grand nombre de gens qui vont avoir besoin de soins à l'hôpital. Et donc c'est pour ça que c'est toujours très important de ralentir cette transmission le mieux possible pour pouvoir justement protéger les systèmes de santé et éviter qu'il y ait trop de gens qui arrivent d'un seul coup à l'hôpital. Alors, est-ce que lorsque la variante britannique a été détectée, on s'est rapidement, les scientifiques experts ont rapidement indiqué que les vaccins seront toujours efficaces. S'agissant de cette variante sud-africaine, êtes-vous toujours sur la même position ? Oui, il semblerait que les vaccins, on est en train de faire des tests évidemment pour s'assurer que c'est effectivement le cas, mais il semblerait que les vaccins soient toujours efficaces sur ces nouveaux variants. Donc les scientifiques se penchent sur les caractéristiques du virus, bien entendu, mais ce qui est important aussi, c'est de voir les caractéristiques de la réponse immunitaire humaine par rapport à ces nouveaux variants. Et donc la réponse immunitaire qui est pour l'instant suscitée par les vaccins permet de contrer aussi ces nouveaux variants. Alors, quelle est la différence entre ce nouveau variant sud-africain et le variant britannique qui avait été détecté plus tôt? Alors, c'est des différences au niveau génétique qui touchent la partie. Enfin, il y a plusieurs différences en fait dans le génome de ces deux virus, de ces deux variants, mais ces mutations ne sont pas exactement au même endroit. Bien entendu, le problème. C'est pourquoi on s'intéresse à ces variants, c'est parce qu'il y a quand même certaines mutations qui touchent la protéine S, qui est cette protéine qui, d'une part, est celle qui permet au virus de se fixer à nos cellules, mais aussi qui est cette protéine qu'on avait vraiment ciblée avec les vaccins. Donc c'est pour ça que ces mutations sont un peu embêtantes. Dans le variant sud-africain, il y a 3 mutations qui touchent les segments génétiques qui codent pour cette protéine S. Dans le variant britannique, il y a une partie qui est transformée. Mais ils ont effectivement quelque chose en commun, ces deux variants, mais ils ont aussi des différences. Donc c'est pour ça que c'est important de les étudier pour essayer de mieux comprendre comment ils vont se comporter en fait dans les populations humaines. Alors, est-ce que vous vous attendez à ce que d'autres pays ou bien de nouveaux variants soient détectés dans d'autres pays? Non seulement que ces variants qu'on a actuellement émigrent, mais plutôt de nouveaux variants se développent. Alors tout à fait, je pense que c'est l'évolution, disons, naturelle des virus qui évoluent. Et en fonction des endroits de la planète, on voit justement, on a vu d'abord émerger différentes souches depuis le début de cette pandémie, et puis à l'intérieur d'une même souche, on voit évoluer différents variants. Et certains, effectivement, se développent plus, par exemple, en Europe, ou d'autres plutôt en Amérique du Sud ou en Afrique du Sud. Donc on va en voir d'autres arriver, mais si vous voulez, les changements dans les virus, dans ces variants, peuvent être très minimes et ne pas avoir beaucoup de conséquences, ou bien être plus importants et demander effectivement plus d'études pour voir quelles sont les conséquences de ces changements. Mais si vous voulez, c'est un petit peu comme si vous aviez des cousins dans une même famille, et puis certains ont les cheveux châtain clair, d'autres châtain foncé, d'autres blonds, d'autres bruns. Donc les différences de couleur de cheveux vont avoir une importance pour reconnaître justement ces virus, mais en fait elles peuvent être très minimes et n'avoir pas du tout d'impact ni sur la transmission, ni sur les vaccins ou les diagnostics. Alors, Sylvie Briand, l'OMS a pour l'heure détecté d'autres variants ailleurs dans le monde, peut-être qu'on n'a pas encore communiqué dessus, mais est-ce qu'il y a des choses qui conduisent à cela ?
Alors, on a détecté des variants. En fait, la détection des variants dépend beaucoup de la capacité des pays à faire justement le séquençage des virus qui circulent. En fait, depuis le début de l'épidémie, il y a énormément de laboratoires qui ont fait ce séquençage, mais tous les laboratoires ne le font pas. Et tous les laboratoires ne le font pas à la même fréquence. Il y a certains laboratoires qui font énormément de séquençage et d'autres qui en font beaucoup moins. Donc c'est pour ça qu'on a du mal à détecter ces variants dans certains pays parce que il y a moins de tests qui sont faits et moins de séquençage. Donc qu'est-ce qui produit ces variants? En revanche, il y a certainement beaucoup de facteurs qui produisent ces variants, mais certainement l'intensité de la transmission favorise aussi l'émergence de nouveaux variants du virus, parce que plus les virus circulent et se multiplient, en fait, plus il y a de risques d'avoir d'erreurs de copie dans leur génome. Alors, cela dit, chez les scientifiques, on insiste sur le fait qu'il ne s'agit pas de nouvelles souches, mais parlons plutôt de variants ou de nouvelles variantes. Expliquez-nous un peu plus en détail, Sylvie Briand. Alors, si vous voulez, quand on fait les études justement des génomes des virus, c'est un petit peu comme si on faisait un arbre généalogique. Et donc les virus, et donc on a au départ un virus, disons qui a le père et la mère, si vous voulez, qui ont généré différents enfants, et puis ces enfants se sont mariés et ont fait ensuite d'autres enfants, etc. Donc en fait entre différentes souches, c'est un petit peu les différentes branches d'une même famille, et puis à l'intérieur d'une branche, on a des frères et des sœurs qui sont génétiquement assez proches, même s'ils sont un petit peu différents. Et donc c'est ça qu'on observe actuellement. Donc entre les différentes souches, on a différentes souches qui circulent en ce moment dans le monde, différentes branches de cette famille SARS-CoV-2 et certains variants, donc comme en Afrique du Sud ou en Grande-Bretagne, sont un petit peu différents à l'intérieur d'une même souche. Alors, Sylvie Briand, je rappelle que vous êtes la directrice du département préparation mondiale aux épidémies et pandémies à l'OMS. Récemment, l'OMS a dit qu'il faudrait s'attendre à pire que le coronavirus. Et ça a fait paniquer. Pouvez-vous nous rassurer? Alors, je crois que en fait, le message, c'est plutôt de dire à tous les pays dans le monde qu'il faut se préparer. Quand cette pandémie a commencé, le virus a émergé donc en janvier de l'an dernier, et on a lancé l'alerte le 30 janvier, mais en fait certains pays d'abord n'ont pas tellement pris cela au sérieux. On pensait que ça allait être un peu comme une grippe, on a l'habitude, on sait comment faire, mais en fait c'était quand même une nouvelle maladie qui demandait de mettre en place des nouvelles mesures. Donc c'est important que les pays soient préparés à ce genre d'émergence, parce qu'effectivement, on va en avoir plus dans le futur. Non pas qu'elles sont tellement plus fréquentes, mais c'est surtout que les gens bougent beaucoup plus. Et donc, ce qui avant était des petites épidémies localisées peuvent rapidement devenir des grosses épidémies au sein d'un même pays, et puis passer les frontières et voyager dans le monde entier, comme on a vu avec la Covid-19. Donc, c'est important d'être préparé. Maintenant, ce qu'on voit aussi, c'est que la science a fait d'énormes progrès. On a pu développer des vaccins, parce qu'il y a plusieurs vaccins qui ont été développés en l'espace d'un an. Donc ça, c'est vraiment fantastique. On sait aussi qu'il y a beaucoup de traitements qui sont en train d'être testés, donc on espère vraiment aussi très bientôt avoir un traitement. On a des diagnostics qui sont très performants. Donc la science a fait tellement de progrès que, effectivement, on est peut-être plus fragile et plus exposé à des nouveaux virus, mais en même temps, grâce au progrès scientifique, on a plus de capacité de développer des traitements, des vaccins qui vont nous permettre de lutter contre ces maladies. Alors, aujourd'hui se pose une question. Ce n'est même pas une question qui se pose, c'est un constat. Le constat est que les grandes puissances sont en train de remplir leur stock en vaccins. À ce jour, aucun des pays pauvres n'a encore eu accès à ces vaccins. On avait tenu le sommet du G20 et l'assurance avait été donnée à ces pays qu'ils auront droit et accès à ce vaccin-là. Alors, ne pensez-vous pas que finalement, ce sont les pays développés qui vont s'immuniser et en face, les pays pauvres sont laissés à leur propre sort?
Alors, on espère que ça va pas se passer comme ça, et même on travaille depuis plusieurs mois à faire en sorte qu'il y ait un système mondial qui permette d'avoir un accès équitable aux vaccins. Alors c'est très compliqué parce que il y a encore quelques mois, il y avait beaucoup de vaccins qui étaient en phase d'essai 3 et on ne savait pas tellement quels vaccins allaient être ceux qui allaient être les premiers disponibles. Alors on a créé à l'OMS et avec plusieurs partenaires comme le Gavi, CEPI, le Fonds mondial, un système qui s'appelle COVAX, qui est donc un mécanisme qui permet d'acheter des vaccins en gros et de les redistribuer à tous les pays qui en ont besoin. Donc le COVAX a donc acheté des vaccins et ces vaccins sont en train d'être acquis et on va les distribuer dès que possible. Mais évidemment, ça prend un petit peu plus de temps parce que d'abord le premier vaccin qui est sorti était le vaccin de Pfizer, qui est très compliqué à utiliser puisqu'il faut une chaîne du froid très élevée, à moins 80, et donc ça demande ça a des contraintes logistiques qui sont importantes. Et dans certains pays, il faut pouvoir d'abord installer cette chaîne de froid très performante pour pouvoir ensuite administrer les vaccins. Sylvie Briand, une dernière question. Globalement, comment jugez-vous la gestion de la pandémie dans les pays africains? Alors on a été très surpris au départ de voir que en fait les pays africains n'ont pas eu autant de cas ni de morts, surtout que dans les pays, par exemple, européens. Et c'est très bien. Je crois que les pays africains, en tous les cas, la plupart avaient l'habitude de gérer des épidémies et donc on avait justement des mécanismes pour faire face et ont pris les choses très très tôt et donc ont permis d'éviter d'avoir une transmission trop intense, parce qu'effectivement dès que le virus circule de façon intense, c'est très compliqué de réduire la transmission. Donc le mieux c'est de prendre les choses le plus tôt possible. Donc on voit que l'Afrique pour l'instant a réussi à maintenir en fait la transmission à un niveau suffisamment bas pour que les systèmes de santé ne soient pas trop débordés et puissent encore offrir des soins aux patients qui présentent des formes graves de la maladie. Merci à vous, Sylvie Briand. Je rappelle que vous êtes la directrice du département préparation mondiale aux épidémies et pandémies à l'Organisation mondiale de la santé. Merci d'avoir été avec nous. Merci, au revoir, bonne année. Bonne année à vous et merci à vous aussi de nous avoir suivis. Nos meilleurs vœux, on espère qu'en 2021, le virus nous cédera un peu de place. Merci et très bonne suite de programme sur Médien TV.